Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Haute Définition. Tsahal, l'une des armées les plus connues au monde, certainement celle qui suscite d'ailleurs le plus de débats et d'émotions. Adulée par les uns, considérée comme l'armée la plus forte et la plus morale, et critiquée par les autres qui la considèrent comme une armée d'occupation qui oppresse un peuple. Elle reste dans tous les cas, pour les Israéliens, l'armée du peuple, celle à laquelle chaque citoyen et chaque citoyenne doivent donner 2 à 3 ans de leur vie pour effectuer leur service militaire obligatoire. Pourtant, depuis quelques années, une tendance se confirme. Le taux d'incorporation ne cesse de diminuer. Ils sont en effet de moins en moins nombreux à vouloir accomplir leur service. Alors d'où vient ce désamour? Pour quelles raisons ces jeunes ne veulent plus remplir leurs obligations militaires? Quel est l'avenir de l'armée israélienne? Maël Benoliel a enquêté. Tsahal est à des lieux, c'est tout de suite, regardez. Ces lycéens israéliens n'ont pas encore 18 ans. Dans quelques semaines, pour eux, c'est l'examen du baccalauréat. Mais l'heure n'est visiblement pas aux révisions, plutôt à l'entraînement. עושים הרבה תרגילים שעושים בצבא. עובדים על זמנים, עובדים קצת על מנטליות, קצת על הסברים, על משמעת, ונותנים קצת את התחושה בעצם שהם מתגייסים, אז הם לא מתרגשים מהקושי. Cela fait déjà des mois que cela dure. À raison de 2 fois dans la semaine, ces jeunes ont choisi de se préparer à leur incorporation dans Tsahal afin de maximiser leurs chances d'obtenir l'unité qu'ils souhaitent intégrer. בצבא אני רוצה להיות לוחמת בקרבי, וזה מאוד מכין אותי לקראת כל הקשיים שיהיו לי, גם אם זה קשיים פיזיים וקשיים מנטליים, ולומדים פה הרבה ערכים שבצבא יהיה קצת קשה ללמוד אותם בפרק זמן קצר. פה יש לי בעצם שנה שלמה להכין את עצמי לזה. Ici, la plupart des filles veulent être combattantes, une tendance qui se retrouve aussi à l'échelle nationale ces dernières années. Les garçons de Modine, de leur côté, souhaitent intégrer les unités d'élite de Tsahal. אני חושבת שגם הצבא זה ייקח חלק מאוד משמעותי בחיים שלי בהמשך, כי זה באמת ישפר ויחסן אותי מבחינה נפשית בכל מיני אתגרים של להיות מחוץ לבית, לעבוד בתנאים קשים. וזה מאוד חשוב, זה חשוב להיות אחרי זה בן אדם עצמאי בחיים, לדעת להילחם על הדברים שחשובים לך, להיות בן אדם ערכי, שאוהב את הסביבה, מוכן לתרום לה, וזה מה שהצבא נותן. קודם כל לא חשבתי שאני יכול להגיע למקומות האלה, זה נורא קשה להגיע למקומות כאלה ולהישאר בהם. יש את העניין שזה הרוב אומרים, להגיע למדינה גם, זה גם משהו נורא חשוב. איזה צוות מגיע ראשון? קדימה! קדימה! אין ספק שבשנים האחרונות אתה שומע יותר ויותר, יונתן, מה זה ייתן לי התפקיד הזה לחיים האזרחיים שלי? הם מתייעצים איתי, מה עדיף? וזה נכון. לפני 12, 13, 14 שנה זה לא היה קיים כל כך. זה חשוב מה הצבא נותן לך. אבל אני חושב שהרבה יותר חשוב הוא לעשות את זה מתוך רצון פנימי לתרום, ובין היתר זה גם יתרום לך, אם אתה תעשה שירות משמעותי, זה יתרום לך גם לחיים האזרחיים. Modine, cette ville d'environ 100 000 habitants située entre Jérusalem et Tel Aviv, est un exemple pour beaucoup en Israël. Car c'est ici, depuis quelques années déjà, que le taux d'enrôlement est le plus élevé du pays. Ils sont 9 jeunes sur 10 ou presque à effectuer leur service militaire obligatoire et au moins la moitié d'entre eux rejoindront une unité dite combattante au moment de revêtir l'uniforme. Un taux d'enrôlement bien supérieur à celui de Jérusalem, Haïfa ou encore Tel Aviv, qui selon les chiffres officiels de Tsahal, se classe parmi les mauvais élèves d'Israël. Car d'année en année, sur l'ensemble du pays, les taux d'enrôlement sont en constante baisse. En 30 ans, le nombre d'Israéliens qui ne remplissent pas leurs obligations militaires aurait plus que doublé. Pour quelles raisons de plus en plus de jeunes refusent de se soumettre à leurs obligations militaires? Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Tsahal est-elle toujours l'armée du peuple? Nous avons enquêté. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל,
Nous sommes le 26 mai 1948. 12 jours viennent de s'écouler depuis la création de l'État d'Israël et c'est aujourd'hui que Tsahal voit le jour officiellement. מדינה שקמה בתוך מלחמה, קמה בתוך מלחמת עצמאות, קמה אחרי הולוקאסט. יש בה שירות חובה מהרגע הראשון, מהיום הראשון של המדינה, עולים חדשים היו יורדים מהספינה וישר הולכים לצבא. Dans ce pays régulièrement en guerre et confronté quotidiennement au terrorisme, Tsahal est devenue la plus grande institution en Israël, l'armée du peuple, celle qui est considérée comme la garante de l'existence du pays et qui fait la fierté de tous les Israéliens. הצבא הישראלי בא מתוך החברה, לא רק בגלל הסיבה הפורמלית שזה צבא העם, כמו שאנחנו קוראים לזה, People's Army. צבא בתוך חברה בישראל הוא כל כך מרכזי, אנחנו חיים עם זה כל הזמן. אין משפחה בארץ, לפחות מהמשפחות היהודיות, שאין לה בן או בת, או לפעמים שני בנים או יותר, או אבא ובן, שמשרתים בצבא בכל רגע נתון. אין יום שאין אזכורים של נושאים צבאיים. ב-70 שנה היא עברה כבר, אנחנו הפסקנו לספור, 12, 13, 14, 15 מלחמות. פה בישראל אין רגע שאין את התחושה של בעיות ביטחון. ולכן זה נמצא כל הזמן. Et en Israël, servir dans l'armée n'est pas un choix mais une obligation. Les garçons doivent effectuer 32 mois minimum et les filles 24. Et pourtant, tous les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne. L'armée du peuple, dès sa mise en place, a laissé de côté deux catégories de citoyens qui sont exemptés de service militaire de facto. Les Arabes israéliens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ne sont pas appelés. Les raisons, bien qu'elles ne soient pas officielles, sembleraient être sécuritaires. Un manque de loyauté supposé en serait la cause. En 2015, ils représentent environ 28% des jeunes citoyens israéliens de 18 ans. 28% qui, de fait, ne feront donc pas leur service militaire. Autre catégorie de population à être autorisée à ne pas s'enrôler, les ultra-orthodoxes. Ces derniers bénéficient d'un statut particulier et ce depuis la création d'Israël. L'État reconnaît en effet la nécessité pour eux de poursuivre leurs études au sein d'écoles talmudiques comme leurs pratiques religieuses l'exigent. Et même si ces dernières années, certains choisissent d'intégrer des unités religieuses. Les jeunes garçons et filles en âge de faire l'armée sont environ 25% à ne pas s'enrôler pour des motifs religieux. À ce chiffre s'ajoutent les détenteurs de casiers judiciaires, mais aussi tous les Israéliens résidant à l'étranger. Ils représentent un peu plus de 5% des garçons et des filles de 18 ans qui doivent faire l'armée. Pour résumer, en 2016, sur l'ensemble des jeunes citoyens israéliens en âge de faire leur service, 58% d'entre eux ne revêtiraient pas l'uniforme, soit plus d'un jeune sur deux. Mais sur les 42% restants à être appelés sous les drapeaux, tous ne rempliront pas non plus leur obligation militaire. Car, selon les chiffres officiels avancés par l'armée, il serait tous les ans plus de 5%, garçons et filles confondus, à invoquer des raisons médicales dans le but de se faire réformer. Pourtant, au sein de la population israélienne dans son ensemble, les personnes atteintes de troubles ne représenteraient que 2% de la population. Qui sont donc ces jeunes réformés pour des problèmes médicaux et psychologiques? Que cache ce chiffre? Et comment se fait-on réformer de Tsahal selon ces critères? Selon la chaîne 2 israélienne, rien ne serait plus simple. En 2013 déjà, un reportage a été diffusé et celui-ci semble apporter un début d'explication. La scène se passe dans le cabinet d'un psychiatre. זה לא כל כך המקום בשבילי. אני מוזיקאי, ואני פשוט יודע שהצבא יעצור את זה, ואני פשוט לא אוכל להתקדם. איך אתה בלימודים? ככה. זאת אומרת, אני תלמיד מאוד ממוצע. היית פעם אצל פסיכולוג, פסיכיאטר? לא. איך אתה מגדיר את עצמך? טיפוס חברתי או חברתי? לא יודע, זאת
אומרת, אני לא... אין לי הרבה חברים. היה לך פעם בעיה נפשית, דיכאון, חרדות? פשוט מרגיש ממש שאני לא צריך להיות שם. המדינה לא מסכימה איתך. כן. את המדינה, זה הבעיה. התפקיד שלנו זה כאילו למצוא את הדרך. אז קיבלתי כבר תמונה שאתה לא כל כך חברתי, אתה עם הלהקה בסדר, אבל חוץ מזה אין לך הרבה חברים, או אתה לא כל כך מצליח בבית ספר. בסדר, טוב, בוא נחתור ככה. 20 minutes d'entretien et le tour est joué. Ce jeune repart chez lui avec cette lettre entre les mains, moyennant la somme de 1000 shekels. Associable, manque de maturité, difficulté d'apprentissage. Ce jeune est une personne au caractère sensible, immature, manque de repères, problème d'identité et d'appartenance, ne convient pas à une vie militaire, ne pourra répondre aux demandes militaires. Je conseille fortement de le réformer du service militaire. Un conseil qui sera suivi par le Kaban, l'officier en charge de la santé mentale des soldats de Tsahal, celui qui a le pouvoir d'exempter les jeunes Israéliens de leur service militaire. Ce dernier ne prendra pas le risque d'enrôler un candidat souffrant de problèmes mentaux. Et des jeunes comme celui-là qui ne veulent pas s'enrôler pour des convenances personnelles, il y en aurait de plus en plus. Ces derniers viendraient gonfler le pourcentage des réformes médicales ou psychologiques. Envie de continuer la musique, envie d'étudier, de voyager, de profiter de la vie serait une priorité pour ces jeunes de 18 ans. Il faut dire que ces dernières années, le rapport à l'armée a changé. האופי של המוטיבציה להתגייס לצבא עבר שינויים מאז קום המדינה ועד היום. בשנים הראשונות של קום המדינה המוטיבציה הייתה, אני קורא לזה מוטיבציה קיומית, כאילו existential motivation. אם לא נתגייס לצבא, המדינה הזאת לא תקום, לא תישאר, לא תחיה. בשנים שאחרי זה, זה התפתח למוטיבציה, אני קורא לזה מוטיבציה אידיאולוגית, של אהבת הארץ. אנשים התגייסו כי אהבו את הארץ. אחרי מלחמת ששת הימים קצת הרגיעה את החברה הישראלית. יש לנו עכשיו ספייר שטחים, גם לכיוון מזרח, הגדה, וגם לכיוון מערב, סיני, אז הייתה רגיעה באיום, בתחושת האיום האקזיסטנציאלי, וגם המוטיבציה השתנתה, והמוטיבציה הפכה להיות מוטיבציה נורמטיבית. למה מתגייסים? כי זה נורמטיבי, כי כולם מתגייסים. החבר'ה הטובים מתגייסים. בשנים האחרונות, הייתי אומר בשני העשורים האחרונים, המוטיבציה עוד פעם השתנתה, והיא היום יותר, אני קורא לה מוטיבציה אינדיבידואלית. אנשים מתגייסים ושואלים את עצמם לא רק מה אני יכול לתרום לצבא, אלא מה הצבא יכול לתרום לי. Si la motivation est devenue individuelle, il y a donc des jeunes, comme ceux de Modine, qui considèrent que l'armée peut constituer un tremplin pour l'avenir, et il y a ceux pour qui, au contraire, le service militaire est un frein, une perte de temps, un obstacle à leur épanouissement personnel. Et ces jeunes-là sont de plus en plus nombreux. האם זה טוב או לא טוב? אני לא מתייחס לזה כל כך בהתייחסות שיפוטית, כי יש לזה צדדים חיוביים ויש לזה צדדים פחות טובים. מצד אחד אני חושב שלפתח אחריות ובגרות ומשמעת עצמית וחיצונית ותשומת לב ללוח זמנים ולמשימות וכו' וכו', זה כל הדברים שלומדים בצבא, זה דבר חיובי, זה עוזר לך בחיים, זה מאפשר לך גם להתקדם בחיים, במקצוע וכו' וכו'. מצד שני, אני לפעמים אומר, לוקחים לחבר'ה הצעירים שלנו פה בישראל את הנעורים, במקום שהם יעשו חיים בשנים האלה של 18, 19 ויפרחו, אז הם רצים על הגבעות במקרה הטוב, ומוצאים את עצמם יורים על, או שיורים עליהם במקרה הפחות טוב. Refuser de tirer ou de se faire tirer dessus, ce serait aussi l'une des raisons avancées par certains jeunes pour ne pas s'enrôler. Refuser de servir pour des raisons morales, c'est ce qu'on appelle l'objection de conscience, un statut que Tsahal ne reconnaît pas, a priori. La majorité de ces jeunes choisiraient donc eux aussi la voie de l'exemption en invoquant des troubles médicaux, beaucoup plus simples à obtenir, comme nous venons de le voir. זה מאוד קשה להתנגד לגוף כזה כמובן.
קשה מאוד להיכנס ראש בראש מול המערכת הזאת. זה יכול לקחת חודשים, זה יכול לקחת שנים. אם אתה לא הולך ראש בראש איתם, אתה כמובן צריך להוציא פטור מן המניין, כמו שהאחרים עושים. Ce jeune de 19 ans qui préfère témoigner sous couvert d'anonymat, nous l'appellerons à vie. Il vit en banlieue de Tel Aviv avec sa famille, une famille juive et sioniste. Cela fait quelques mois qu'il a terminé le lycée. Il sera prochainement appelé pour s'enrôler, mais vous l'aurez compris, pour lui, pas question d'accomplir son service. אני חושב שהטריגר מבחינתי הייתה במבצע הצבאי האחרון, בצוק איתן. בעצם שם גיבשתי את העמדה שלי, אני חושב שבעצם אני חייב לפעול. ומה שבעצם נכון מבחינת זכויות אדם. ראיתי דברים שקורים בשטחים, אני חושב שזה בניגוד למצפוני ולכן אני אסרב. כמובן השיקולים זה בעיקר נוחיות, כלומר מה יותר נוח לי. זה כמובן לא נוח לשבת בכלא. Faire de la prison, c'est en effet la réponse de l'armée à ceux qui expriment leur refus de faire leur service militaire pour des raisons politiques. C'est aussi la raison pour laquelle Avi choisira plutôt de se faire réformer pour des raisons médicales, quitte à mentir au moment de son incorporation. Tamar, quant à elle, a préféré assumer ses positions. Nous l'avons rencontrée accompagnée de sa maman entre 2 séjours en prison. זה לא שהצבא לא בשבילי, כאילו כולם מתגייסים, כולם הולכים לזה, כולם הולכים בעיניים עיוורות ולא רואים בכלל שיש קשר בין צבא לפוליטיקה, יש קשר בין צבא לכיבוש. וכשאני התחלתי באמת להבין את המשמעות של זה, היה לי ברור שאני לא יכולה לקחת בזה חלק, שאני לא יכולה להתגייס לצבא הזה, אבל אני לא משקרת למערכת ואני לא הולכת מסביב ולאמן. בחירה שלך, מה אתם עושים איתי? אני אומרת לא. ככל שעברו השנים וצה"ל יותר ויותר מצא את עצמו משרת בשטחים, השירות בשטחים התחיל להוליד סרבנות. והכל היה על הרקע הזה של הבעיות המוסריות והאתיות, ולפעמים הפוליטיות, אבל הפעם הראשונה שבה ראינו תופעה של סרבנות אמיתית, זה היה במלחמת לבנון הראשונה, מה שאנחנו קוראים שלג, 1982. Mais 35 ans plus tard, Tsahal refuse toujours de prendre en compte ce phénomène et de communiquer sur la question. Au moment de son incorporation, Tamar ne sera pas seule à refuser. Comme elle, 2 autres jeunes filles s'y opposent au même moment. Elles sont alors présentées à un comité militaire. הקצינת מיון שאלה אותי, מה? אני מסרבת להתחייל? למה? אני מסרבת לקחת חלק במדיניות של הכיבוש שהצבא הוא הזרוע המבצעת שלה, ובגלל זה אני צריכה להישפט על סירוב פקודה. נשלחנו לכלא, קיבלנו מספר מסוים. השתחררנו מהכלא, קיבלנו שוב צו התייצבות לבקו"ם להתחייל. הגענו שוב, אמרנו שוב, אנחנו מצטערות, אנחנו עדיין לא מתחיילות. הייתי במצטבר 100 ימים. 5 קניות שעות ישבתי 100 ימים. זה מוגזם. הרי מה הן עושות? הן מסרבות לשרת בצבא. הצבא מאוד מפחד מתנועת הסירוב. הצבא מאוד מאוד מפחד מהשיח הזה, ומאוד היה רוצה להשתיק אותו. הוא כן משחק על זה שכן להרתיע על ידי ענישה יחסית כבדה. מלחמת התשה זה בול. Après quelques jours en famille chez elle à Tel Aviv, il est l'heure pour la jeune femme de répondre à une énième convocation. La jeune fille doit se présenter de nouveau devant le comité militaire qui examinera une nouvelle fois son cas. Et ce dernier décidera si la jeune fille retourne ou non en prison. C'est accompagnée de sa mère et de son père qu'elle se rend au centre de recrutement. פעם שישית, אז מתרגלים, אבל יום בבוקר אמרתי לאמא שאני עוד רוצה עוד כמה דקות במיטה. אי אפשר להתרגל לזה. אני מתרגל לפרוצדורה, אבל לא לרעיון. כאילו, אני מסיע את הבת שלי לכאורה בפעם השישית לבקו"ם. גם אני. אבל זה אבסורד שבעצם אנחנו מסיעים אותה מרצוננו לכלא. כן, את יודעת. מרצונה, לא מרצוננו. Même si c'est le choix de la jeune fille, Chen et Moria la soutiennent pleinement. Des parents engagés et militants qui ont d'ailleurs du mal à accepter le traitement réservé à leur fille. Pour eux,
Tous les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne. צה"ל כבר מגיב לנשים שלא יכולות לשרת, לא רוצות לשרת, נגיד כל הנשים הדתיות שמסיבות של אמונה, של אידיאולוגיה, של מצפון, הוא משחרר אותם בקלות. איזה יופי, וואי, כן, יאללה, אנחנו לכלא הבוגדות. Un trait d'humour plein d'ironie, car pour la majorité des Israéliens, le refus de Tamar et des autres est vécu comme une trahison. Elles sont d'ailleurs prises à partie par certains passants. Mais les jeunes filles sont plus déterminées que jamais. Il est temps pour elles de répondre à leur convocation et d'exprimer une fois de plus leur refus de revêtir l'uniforme face au comité. La menace d'un nouveau séjour en prison n'y changera rien. אפשר לנסות לצאת את הנפשי אם אתה לא רוצה צבא. אם באמת לא בא לך, שתצא את הנפשי. עדיף מלעשות את זה ואז לאכול לך... סרבניות, 3 השנה, זה לא הרבה. השנה נראה לך שרק 3? יותר? בטח. אתה רואה יותר פה. בטח. כל גיוס יש לך איזה 40 סרבניות. לא רק 3 אנשים לשנה מסרבים להתגייס לצה"ל מסיבות מצפוניות, הרבה יותר. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes seulement pour la fin de votre reportage. On se retrouve pour la seconde partie de cette émission haute définition avec dans quelques instants la fin de votre reportage Tsahal, état des lieux. Nous recevrons par la suite, pour aller plus loin, le réalisateur Maël Benoliel qui nous présentera une alternative au service militaire obligatoire que de plus en plus de spécialistes prônent en Israël, une armée professionnelle. Nous serons également avec Denis Charbit, sociologue. Mais avant, on regarde la suite et la fin de votre reportage. Faire de la prison, c'est en effet la réponse de l'armée à ceux qui expriment leur refus de faire leur service militaire pour des raisons politiques. C'est aussi la raison pour laquelle Avi choisira plutôt de se faire réformer pour des raisons médicales, quitte à mentir au moment de son incorporation. Tamar, quant à elle, a préféré assumer ses positions. Nous l'avons rencontrée accompagnée de sa maman entre 2 séjours en prison. זה לא שהצבא לא בשבילי, כאילו כולם מתגייסים, כולם הולכים לזה, כולם הולכים בעיניים עיוורות ולא רואים בכלל שיש קשר בין צבא לפוליטיקה, יש קשר בין צבא לכיבוש. וכשאני התחלתי באמת להבין את המשמעות של זה, היה לי ברור שאני לא יכולה לקחת בזה חלק, שאני לא יכולה להתגייס לצבא הזה, אבל אני לא משקרת למערכת ואני לא הולכת מסביב ולאמן. בחירה שלך, מה אתם עושים איתי? אני אומרת לא. ככל שעברו השנים וצה"ל יותר ויותר מצא את עצמו משרת בשטחים, השירות בשטחים התחיל להוליד סרבנות. והכל היה על הרקע הזה של הבעיות המוסריות והאתיות, ולפעמים הפוליטיות, אבל הפעם הראשונה שבה ראינו תופעה של סרבנות אמיתית, זה היה במלחמת לבנון הראשונה, מה שאנחנו קוראים שלג, 1982. Mais 35 ans plus tard, Tsahal refuse toujours de prendre en compte ce phénomène et de communiquer sur la question. Au moment de son incorporation, Tamar ne sera pas seule à refuser. Comme elle, 2 autres jeunes filles s'y opposent au même moment. Elles sont alors présentées à un comité militaire. הקצינת מיון שאלה אותי, מה? אני מסרבת להתחייל? למה? אני מסרבת לקחת חלק במדיניות של הכיבוש שהצבא הוא הזרוע המבצעת שלה, ובגלל זה אני צריכה להישפט על סירוב פקודה. נשלחנו לכלא, קיבלנו מספר מסוים, השתחררנו מהכלא, קיבלנו שוב צו התייצבות לבקו"ם להתחייל, הגענו שוב, אמרנו שוב, אנחנו מצטערות, אנחנו עדיין לא מתחיילות.
הייתי במצטבר 100 ימים. 5 קניות שונות ישבתי 100 ימים. זה מוגזם. הרי מה הן עושות? הן מסרבות לשרת בצבא. הצבא מאוד מפחד מתנועת הסירוב. הצבא מאוד מאוד מפחד מהשיח הזה, ומאוד היה רוצה להשתיק אותו. הוא כן משחק על זה שכן להרתיע על ידי ענישה יחסית כבדה. מלחמת התשה זה בול. Après quelques jours en famille chez elle à Tel Aviv, il est l'heure pour la jeune femme de répondre à une énième convocation. La jeune fille doit se présenter de nouveau devant le comité militaire qui examinera une nouvelle fois son cas, et ce dernier décidera si la jeune fille retourne ou non en prison. C'est accompagnée de sa mère et de son père qu'elle se rend au centre de recrutement. פעם שישית, אז מתרגלים, אבל גם היום בבוקר אמרתי לאמא אני עוד רוצה עוד כמה דקות במיטה. אי אפשר להתרגל לזה. אני מתרגל לפרוצדורה, אבל לא לרעיון. כאילו, אני מסיע את הבת שלי לכאורה בפעם השישית לבקו"ם. גם אני. אבל זה אבסורד שבעצם אנחנו מסיעים אותה מרצוננו לכלא. כן, את יודעת. מרצונה, לא מרצוננו. Même si c'est le choix de la jeune fille, Chen et Moria la soutiennent pleinement. Des parents engagés et militants qui ont d'ailleurs du mal à accepter le traitement réservé à leur fille. Pour eux, tous les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne. צה"ל כבר מגיב לנשים שלא יכולות לשרת, לא רוצות לשרת, נגיד כל הנשים הדתיות שמסיבות של אמונה, של אידיאולוגיה, של מצפון, הוא משחרר אותם בקלות. איזה יופי, וואי. יאללה, לכו לכלא, יא בוגדות. Un trait d'humour plein d'ironie, car pour la majorité des Israéliens, le refus de Tamar et des autres est vécu comme une trahison. Elles sont d'ailleurs prises à partie par certains passants. Mais les jeunes filles sont plus déterminées que jamais. Il est temps pour elles de répondre à leur convocation et d'exprimer une fois de plus leur refus de revêtir l'uniforme face au comité. La menace d'un nouveau séjour en prison n'y changera rien. אפשר לנסות לצאת את הנפשי אם אתה לא רוצה צבא. אם באמת לא בא לך, שאתה יוצא את הנפשי. עדיף מלעשות את זה ואז לאכול לך... סרבניות, 3 השנה, זה לא הרבה. השנה נראה לך שרק 3? יותר? בטח. אתה רואה יותר פה. בטח. כל גיוס יש לך 40 סרבניות. לא רק 3 אנשים לשנה מסרבים להתגייס לצה"ל מסיבות מצפוניות, הרבה יותר. אבל הצבא בוחר 2, 3, 4 שבולטים לו יותר כדי להראות שהם באמת נאבקים בסרבנות, ואיתם הוא מתעקש. Objecteur de conscience au moment de la première guerre du Liban, Yishai connaît bien le phénomène. Il est aujourd'hui à la tête d'une association visant à soutenir toutes celles et ceux qui refusent de faire leur service militaire pour des raisons morales. Des objecteurs de conscience comme Tamar, il en voit plusieurs dizaines par an. Yishai nous confirme alors que ce sont ces jeunes qui viennent gonfler le chiffre des réformes médicaux. הצבא בחר לעצמו מסלול שאומר, רוב הסרבנים הצעירים, המלש"בים, המועמדים לשירות ביטחון, אני נתב אותם להשתחרר מהצבא דרך הקב"ן, ומקבל את מה שהקב"ן אומר, שהם לא יכולים לשרת. C'est ainsi que sur les 42% des jeunes citoyens israéliens appelés, plus de 5% seront donc réformés officiellement pour des raisons médicales ou psychologiques. Même si la majorité d'entre eux seraient tout simplement des jeunes qui refusent de s'enrôler pour des raisons personnelles ou politiques, comme nous venons de le voir. Et c'est ainsi qu'au total, la majorité des jeunes Israéliens de 18 ans ne revêtiront jamais l'uniforme de Tsahal. Seuls 37% d'entre eux feront donc leur service militaire obligatoire, soit près d'un jeune sur 3. Mais ce n'est pas tout. D'autres chiffres ont attiré notre attention.
Selon les statistiques officielles de Tsahal de 2016, plus de 10% des soldats qui s'enrôlent dans Tsahal, garçons et filles confondus, ne vont pas jusqu'au bout de leur service militaire. C'est comme ça que seulement un tiers des jeunes Israéliens en âge de faire l'armée rempliraient finalement leurs obligations militaires en Israël en 2017, une situation qui a de quoi faire réagir. יש בעיה לקרוא לזה צבא העם, כשלפחות חצי מהעם לא משרת. מה זה אומר לגבי צבא העם? לזה שהצבא מכיל ימנים, שמאליים, אנשים שמאמינים בערכים אוניברסליים, אנשים שמאמינים בערכים דתיים. פעם התרכובת הזאת נתנה מין חוט שדרה לחברה הישראלית, וזה לא קיים. וככל שזה ימשיך הלאה, הצבא יהיה פחות ופחות צבא שנותן ביטוי לעם, לחברה שבה הוא נמצא. L'armée du peuple, matrice de l'État d'Israël, est devenue un sujet de débat dans la société israélienne ces dernières années. Très longtemps au cœur du consensus, Tsahal est aujourd'hui de plus en plus au cœur de la polémique. Ne plus faire son service militaire en Israël ne semble plus être un handicap pour faire partie intégrante du pays. Tsahal, en crise identitaire, reflète les problématiques que traverse la société israélienne, même si pour beaucoup, l'armée de défense d'Israël demeure encore le pilier fondamental du pays. De retour sur notre plateau et pour aller plus loin, nous accueillons avec nous Maël Benoliel et Denis Charbit. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Maël, vous avez réalisé ce reportage. Est-ce que cette baisse du taux d'incorporation est un phénomène dont on parle beaucoup et dont on parle ouvertement en Israël? Ouvertement, on en parle ouvertement. Peut-être pas, parce qu'effectivement le sujet qu'on aborde dans le film est un sujet, à savoir l'enrôlement dans Tsahal, est un sujet quelque peu tabou en Israël. On touche à Tsahal. Tsahal, c'est vraiment le sacré, comme on le dit dans le film. Donc effectivement, oui, tout le monde est au courant de ce phénomène, mais personne n'en parle. Alors les chiffres qu'on avance, nous, dans le reportage, ce sont des chiffres qui ne sont pas officiels, mais dont certains journalistes israéliens ont déjà parlé. Des sujets en Israël ont déjà été faits sur la question. Car effectivement, tout le monde a dans son entourage quelqu'un, voire même plusieurs personnes qui n'ont pas fait l'armée pour des raisons diverses et variées. Alors il y a un autre phénomène, c'est aussi celui des réservistes. Hein. Donc faire ses réserves en Israël, c'est aussi obligatoire. A priori, c'est jusqu'à l'âge de 42 ans. Et là aussi, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus faire leurs réserves. Mais là, dans ce cas-là, Tsahal se montre plus clément et facilite leur désengagement, si vous voulez. Enfin, dernier point que je voudrais aborder, c'est les minorités qui font leur service, parce qu'elles existent. Il y a notamment la minorité, évidemment, la minorité de musulmans, qu'ils soient d'ailleurs garçons ou filles, qui font leur service. Et puis il y a aussi les Druzes et les Bédouins qui sont représentés aussi dans Tsahal. Et puis il y a évidemment aussi un certain nombre de chrétiens et même des enfants de réfugiés nés en Israël, des enfants de travailleurs philippins par exemple, mais aussi des enfants de parents venus d'Afrique qui, après avoir passé leurs 18 premières années en Israël, se retrouvent à faire leur service militaire. Et alors vous avez eu une réaction de l'armée? Oui, tout à fait. Ouais, elle est arrivée, elle est tombée là il y a quelques minutes. Donc réaction un petit peu laconique et simpliste, hein, je dirais. Donc voilà, Tsahal nous dit comme ça: l'armée israélienne opère en vertu de la loi du service obligatoire et tous les citoyens israéliens ne sont pas obligés de faire leur service militaire, les minorités en particulier. Donc, Denis Charbit, tous les citoyens israéliens ne sont pas obligés de faire leur service militaire. Société égalitaire? Alors, en fait, la loi, elle dit clairement que tout citoyen israélien à l'âge de 18 ans doit effectuer son service militaire. Les lois en Israël, comme dans tout régime démocratique, sont universelles. Simplement, il y a un amendement, une clause dans la même loi qui autorise le ministre de la Défense à dispenser du service
qui que ce soit pour des raisons précisées par la loi. Et c'est en vertu de cette clause-là qu'effectivement des populations, notamment la population juive orthodoxe et la population arabe, musulmane et chrétienne, sont dispensées. Les chrétiens ou musulmans auxquels vous avez fait allusion dans votre reportage se sont portés volontaires. L'armée n'est pas obligée de les recruter, elle peut accepter leur volontariat et à ce moment-là, ils deviennent des soldats comme les autres. De même pour les bédouins qui sont volontaires, les druzes, en revanche, c'est un service obligatoire. Alors c'est vrai que ce n'est pas égalitaire et ceci est dû, je dirais, premièrement à l'évolution de la société israélienne. Il y avait un ethos égalitaire dans les années 50, même avant la création de l'État d'Israël, avec la direction du Parti travailliste. Cet ethos-là, je n'ai pas besoin de vous raconter que ce n'est pas simplement à l'armée qu'il a disparu. C'est également dans l'ensemble de la société israélienne. Les écarts de salaire ont explosé en 50 ans. Et bien de la même manière, la conscription militaire a changé. Parce que la société israélienne a changé, parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'éthos de défense d'Israël, il y a en concurrence, en compétition, un ethos plus libéral. Le culte de l'individualisme, le matérialisme, le souci de soi, l'épanouissement de soi. Donc la baisse de la motivation chez les jeunes, c'est pas forcément, on peut dire, un désamour que les jeunes Israéliens ont de plus en plus envers l'armée israélienne? Je dirais que d'abord, premièrement, il ne faut jamais l'oublier, c'est d'abord que les menaces qui pèsent sur l'existence d'Israël ne sont pas identiques. Même si on peut craindre une attaque du Hamas, une attaque du Hezbollah ou une insurrection en Cisjordanie, on ne peut pas mettre ça. Ce n'est pas une remise en cause, ce n'est pas une destruction programmée, assurée de l'État d'Israël, ce qui pouvait être le cas quand vous aviez 5 armées arabes qui ont envahi l'État d'Israël en 1948 ou lors de la guerre des 6 jours. Donc c'est aussi, je dirais, les enjeux stratégiques. Et ça, les Israéliens, ils voient bien. C'est pas qu'Israël est en paix aujourd'hui. Il a des adversaires, il a des ennemis redoutables, mais en même temps, la pression n'est pas identique. Il y a plus de menaces existentielles comme il pouvait, voilà. Comme ça pouvait être le cas. Et donc, de ce fait, puisque vous avez fait allusion aux réservistes, c'est pour ça que l'armée israélienne est plus clémente. Elle est plus clémente parce que ça lui coûte moins. Aujourd'hui, il y a l'économie de marché. J'ai parlé de la réduction des menaces sécuritaires, mais il y a aussi l'économie de marché. Avant, c'était une économie dirigiste, avec une économie où le militaire avait son mot à dire. Aujourd'hui, cette économie de marché, ça coûte très cher de mobiliser des réservistes, donc on ne mobilise que ceux dont on a besoin. Quant aux minorités, eh bien, c'est vrai que c'est ça la modification de l'évolution sociologique au sein de Tsahal. Avant, l'armée israélienne, c'était principalement, on va dire, les classes moyennes ashkénazes et laïques. Aujourd'hui, les classes moyennes laïques et ashkénazes font partie de ceux qui sont moins volontaires pour les unités d'élite. Regardez dans les kibbutzim et l'armée de l'air. Aujourd'hui, qui monte au créneau? Ce sont les religieux, ce sont les druzes, ce sont les femmes qui étaient marginalisées avant dans des postes auxiliaires. Aujourd'hui, on les prend dans des postes de combat. C'est les bédouins, les Russes. Les Russes qui étaient inexistants il y a 20 ans. Vous faisiez allusion aux exigences budgétaires. Justement, Maël, vous avez rencontré au cours de votre enquête de plus en plus de spécialistes et de gens concernés qui évoquent une solution contre cette baisse du taux d'enrôlement. Oui, alors c'est vrai qu'au cours de ce reportage et de cette enquête que nous avons menée, il y a un certain nombre d'Israéliens qui prônent aujourd'hui, depuis quelques années déjà maintenant, de faire de Tsahal une armée de métier. Je vous propose d'ailleurs de regarder le sujet que nous avons préparé sur la question. Ces Israéliens ont à peine la trentaine, tous ou presque vivent à Tel Aviv, et ce n'est pas seulement pour boire un verre qu'ils sont réunis dans l'appartement de Daphna, c'est avant tout une réunion de travail qui les rassemble. Bienvenue au QG du mouvement Chofesh Lekulanu, littéralement liberté pour tous en hébreu. Nous sommes un mouvement libéral qui soutient la liberté individuelle. Nous prenons le plus de liberté possible pour le citoyen par rapport à l'État. Un mouvement créé il y a peu, qui souhaiterait notamment voir Tsahal se transformer en une armée de métier. Nous soutenons une armée de métiers professionnelle sur la base du volontariat. Nous pensons que tous ceux qui servent dans l'armée y soient car ils ont envie d'y être et parce qu'ils reçoivent en retour un salaire décent. Professionnaliser Tsahal, une idée encore inconcevable il y a quelques années mais qui trouve de plus en plus d'écho aujourd'hui en Israël, notamment depuis qu'Ehud Barak, ancien ministre de la Défense, s'est exprimé sur la question en 2008. Selon lui,
L'armée de défense d'Israël devrait être de plus petite taille et plus intelligente. De nombreux hauts gradés lui ont depuis emboîté le pas. Même constat dans la sphère politique, notamment de la part du président fondateur du mouvement libéral au sein du Likoud, le parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël est grosso modo le dernier pays occidental à avoir une armée de conscription forcée significative. La conscription est un état qui n'est pas idéal, c'est un état où puisqu'on force les gens à servir en fait contre leur volonté, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Donc ce n'est certainement pas une situation qui dans une démocratie occidentale moderne est une situation idéale. Grosso modo on est à peu près au niveau de la Corée du Nord. L'idéologie de vouloir que tout le monde aille à l'armée, je la comprends, j'ai un certain respect évidemment pour cette idéologie, mais je pense qu'elle est périmée, je pense qu'elle ne correspond plus à la réalité actuelle, aux besoins d'Israël, et je pense que même son poids idéologique aujourd'hui est très très discutable. Mais au-delà des arguments basés sur une idéologie libérale, pour Amir Weitman, une autre réalité est aussi à prendre en compte pour justifier une armée de métier en Israël. Tout devient de plus en plus technologique et donc on a besoin de moins d'œuvre aujourd'hui. Ce qu'on a besoin en revanche, c'est de la main d'œuvre qui soit plus qualifiée, plus professionnelle, plus qualifiée. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse continuer à faire rentrer dans l'armée chaque année une quantité pareille de gens. Tsahal n'a pas quoi faire, n'a pas de besoin d'avoir des quantités pareilles de soldats. Si on fait ça sur 3 ans, on arrive à quasiment un demi-million de soldats sur une période de 3 ans qui rentrent de conscrits en fait. La Tsahal n'a pas de travail à donner à une quantité pareille de gens. Tsahal, une perte de temps. Un fait connu de tous qui a même donné lieu à un film qui a battu tous les records d'entrée en Israël en 2014, Zéro Motivation. Une comédie dramatique à l'humour noir, dans laquelle un groupe de soldats cherche désespérément à occuper leur temps. Un film qui reflète la réalité pour beaucoup de conscrits aujourd'hui. Je me suis retrouvée dans mon unité où beaucoup de soldats étaient là alors qu'on n'avait pas besoin d'eux. Alors qu'il y avait besoin seulement de 2 personnes, nous étions 6 pour un seul et même poste. Il n'y avait pas besoin de tous ces soldats. Donc on était là à se taper la tête contre les murs et puis tu as accès à des informations de premier ordre. J'arrivais le matin à 8 h, mon travail c'était d'attendre que quelqu'un m'appelle pour me dire que son ordinateur avait un problème. Pour 2 soldats ça fait déjà peu de travail, mais pour 6, ça faisait un coup de fil par jour, par personne auquel nous devions répondre. Donc de 9 h à 17 h tous les jours, ce que je faisais le plus, c'était de jouer à Tetris. Si ça n'avait été qu'un petit phénomène, ok, mais là ça touche toute l'armée. Des départements entiers ont été créés pour soutenir le service obligatoire. Dans la police militaire, par exemple, il y a beaucoup trop de soldats par rapport aux besoins réels de l'armée. Forcer quelqu'un à s'enrôler pour un salaire indécent alors qu'il aurait pu faire quelque chose d'autre, comme commencer à travailler par exemple, ou à créer quelque chose, ou même à commencer à étudier. Ça veut dire qu'ici, il y a un délai de 3 ans par rapport aux autres pays à cause du service militaire obligatoire, pour au moins 50% des Israéliens en tout cas. Si on m'avait proposé des conditions normales avec un salaire correct pendant mon service, alors je l'aurais fait. En 2015, Tsahal, c'est presque 200 000 soldats en service, dont un quart de soldats de carrière et plus de 420 000 réservistes pour un budget d'environ 70 milliards de shekels par an. Une armée de métier pourrait évidemment faire économiser des milliards aux contribuables israéliens. Mais selon certains spécialistes, sa qualité et son niveau de performance pourraient en être affectés. Dans une armée de métier, tu ne peux pas choisir la qualité de ceux qui vont la faire. Ceux qui choisissent de s'engager, dans bien des cas, ce sont des personnes de catégorie socio-économique basse. L'État d'Israël se trouve toujours dans une situation de guerre en continu, donc l'État ne peut pas se permettre d'avoir une armée sélective de petite taille. Le pays est obligé d'être capable d'avoir une armée de qualité autant que possible, et donc pour ça, tu es obligé de pouvoir choisir les meilleurs profils de chaque année. Pour Ishai Menouchin,
membre fondateur de l'association Yesh Gvul qui soutient toutes celles et ceux qui refusent de faire l'armée, la transformation de Tsahal en armée de métier serait même devenue inéluctable. Oui, parce que qui va être volontaire? Celui qui a besoin d'argent et celui à qui correspond l'idéologie de l'occupation. Je pense vraiment que l'occupation dicte la marche à suivre à Tsahal et nous emmène par conséquent vers une armée de métier qui comptera dans ses rangs que des soldats pour qui il est facile de participer à l'oppression d'un peuple. Mais pourtant, si Tsahal devient professionnel, la tendance observée ces dernières années d'une baisse constante du taux d'enrôlement ne se posera plus. Une fois que l'armée devient professionnelle, si quelqu'un n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. Et puis c'est comme ça, le problème se règle. Donc en fait, ça va aussi alléger les conflits idéologiques au sein de la société israélienne. Pour la simple et bonne raison que de nouveau, tout ce pan de gens qu'on force en fait à faire un service dont ils ne veulent pas va disparaître. Quels que soient les arguments avancés et leur pertinence, il est encore difficile, si ce n'est impossible, d'imaginer en Israël une armée sans service obligatoire, surtout lorsque depuis près de 70 ans, Tsahal est considéré comme l'armée du peuple. Denis Sharbit, une armée professionnelle, est-ce que c'est la solution? Parce qu'au-delà des pensées très rationnelles sur le budget de l'État, sur les moyens, les évolutions des moyens technologiques, l'armée, le service militaire obligatoire a aussi une autre fonction, une fonction sociale, d'autant plus au sein d'une société israélienne telle qu'elle est, une société très mixte. Effectivement. Alors, je dirais que ce qui a changé, c'est que ce n'est plus un tabou. Il y a 20 ou 30 ans, vous aurez regardé avec écarquillé si vous aviez évoqué l'idée d'une armée professionnelle. C'était hors de question. Aujourd'hui, la question est évoquée. Ça ne veut pas dire que c'est pour demain matin, mais ça veut dire qu'on y va, et on y va pour les mêmes raisons. Parce que les menaces sont moins existentielles, parce que l'économie de marché entretient, par exemple, un climat où on dit, mais partout dans la société israélienne, ceux qui font un service militaire combattant devraient pouvoir obtenir une solde plus importante. Si la solde est plus importante, à ce moment-là, Tsahal va répondre, d'accord, j'entends la pression de l'opinion publique israélienne, mais je dois être sélectif. Je ne veux plus tout le monde. Je veux que ceux dont j'ai besoin. Et c'est vrai que du coup, ça fait profiler, mais à moyenne ou longue échéance, l'idée d'une armée de métier. Alors pourquoi en France et dans d'autres sociétés occidentales qui sont passées une armée professionnelle, on commence à réentendre le fait que c'est bien dommage parce que l'armée aurait pu servir à unifier la société un peu plus, à transmettre les valeurs en France de la République, etc. Et l'armée, le service obligatoire en Israël, a cette fonction-là. Voilà, je crois qu'elle a toujours cette fonction-là, et c'est pour ça que je pense qu'on n'ira pas si vite que cela vers cette armée de métier, parce que c'est effectivement le creuset, et justement, à cause de ces minorités qui prennent de plus en plus d'importance, et pas dans des postes auxiliaires, mais au sein même de l'armée, c'est vrai que c'est le seul moyen pour des Israéliens de se rencontrer les uns les autres, des Druzes, des Bédouins, des Juifs, des religieux, des non-religieux, des Russes, etc. Tout ça fait, et des Éthiopiens, donc tout ça fait que cela donne plus de sens une conscription obligatoire, mais j'ajouterai une autre raison qui me paraît être capitale. Le résultat, justement, quand on voit ce qui se passe dans le monde où on est passé à une armée de métier, c'est que du coup, les gouvernements peuvent prendre toutes les décisions militaires, ça n'importe plus personne. On peut aller en Afghanistan, on peut aller en Irak, etc., puisque ça ne concerne plus tous les soldats. Dans un pays comme Israël, ce qui permet, c'est précisément parce qu'il y a conscription obligatoire que nous sommes tous vigilants, qu'on soit de gauche, de droite, laïque, religieux, qu'on est tous vigilants sur à quoi utilise-t-on nos soldats. Du jour où il y aura une armée de métier, vous pouvez être sûr que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous retrouvez l'armée israélienne en Afrique, en Amérique du Sud, n'importe où, là où on aura commandé les services de l'armée israélienne. Je crois que ce serait une trahison, ou en tout cas une remise en cause des fondements sur lesquels l'État d'Israël a été établi, et c'est précisément parce que la question du conflit est extrêmement troublante et génère du débat qu'il faut cette conscription obligatoire, parce que c'est le seul moyen de critique que l'opinion publique a sur la manière dont le gouvernement utilise l'armée. Merci beaucoup, Denis Sharbit. Merci, Maël Ben-Oliel, pour ce reportage. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Haute Définition.